Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Le président libérien a visité vendredi le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Joseph Boakai était en compagnie du Premier ministre Robert Beuré-Mambé et du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Robena Kwasi Adjoumani. Au terme de sa visite, Joseph Nyoma Boakai a évoqué sa volonté d'étendre la coopération entre les deux pays à d'autres secteurs d'activité. Pour la journée du 8 mars, la rédaction de RTI 1 a décidé d'aller à la rencontre des femmes qui tapent dans le ballon rond, des footballeuses qui tentent de sortir de l'ombre en plaidant pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La pratique du football féminin, oui, mais dans quel contexte? La réponse dans quelques instants. Et puis au Sénégal, un nouveau gouvernement a été nommé hier soir par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. Il sera chargé de mener le pays aux élections le 24 mars prochain. Par ailleurs, la campagne s'est ouverte à minuit. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 afin d'intensifier la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria dans plusieurs domaines tels que l'agriculture. Le président libérien a visité vendredi le Centre national de recherche agronomique. Joseph Nyoma Boakai était en compagnie du Premier ministre Robert Beuré-Mambé et du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières Robena Kwasi Adjoumani. Au terme de sa visite, Joseph Nyoma Boakai a promis mettre tout en œuvre pour que les chercheurs des deux pays travaillent ensemble dans l'intérêt de leurs populations respectives. Il a par ailleurs évoqué sa volonté d'étendre la coopération entre les deux pays à d'autres secteurs d'activité. On parle maintenant de la journée du 8 mars. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a commémoré hier vendredi la journée internationale des droits de la femme. Je vous propose de suivre les moments de célébration au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, à l'IPS Ségrae, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment à Bouaké, Yamoussoukro, Daloa et San Pedro. 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les femmes sont honorées. Elles reçoivent des présents des mains du ministre Vagondo Diomandé. À son tour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue le courage et l'abnégation de ces femmes dans l'accomplissement de leurs tâches. La célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme se tiendra ici en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Des femmes à l'écoute d'autres femmes. Nous sommes à la Journée internationale des droits de la femme, GIF, commémorée par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségrae. La conférencière du jour, Mawa Soumaoro Bakayoko, romancière, chef d'entreprise, instruit ses fonctionnaires à s'impliquer davantage dans les prises de décision et à être des leaders à tous les niveaux. Des messages qui semblent avoir un écho favorable auprès de la cible. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, thème du GIF 2024. Cette thématique prend tout son sens avec l'Institut de prévoyance sociale. Panel et échanges directs meublent cette journée pour la promotion des droits de la gente féminine, clôturée par une ambiance festive. C'est autour de deux thématiques que les femmes d'une société minière ont célébré la Journée internationale des droits de la femme à Yamoussoukro, à savoir l'entrepreneuriat féminin et les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Le directeur général de la société minière exhorte les femmes à plus d'engagement en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette journée est une occasion pour les gouvernants de marquer un arrêt afin de faire le point des avancées enregistrées en matière des droits de la femme et dégager les perspectives pour l'épanouissement de la gente féminine. Après les femmes du district d'Abidjan, c'est le tour des femmes du groupe Sodesi CIE de Bouaké de communier avec le directeur général Amadou Bakayoko à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration autour d'un dîner. Pour les femmes de Bouaké, la présence de la haute direction de la société est une marque d'attention et de reconnaissance. Cette célébration a été l'occasion pour le directeur général de féliciter les femmes pour leur contribution à l'organisation de la CAN 2023 en terre ivoirienne. Les femmes du groupe Sodesi CIE témoignent leur reconnaissance au directeur général pour tous les efforts consentis pour améliorer leurs conditions de travail. Une procession des femmes de la région de Bouaké vers la préfecture à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Une journée avec pour thème « Agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire, éradiquer la pauvreté,
renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Une occasion pour rappeler les progrès réalisés par l'État de Côte d'Ivoire en faveur des femmes. Le directeur régional du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant encourage les femmes à plus d'initiatives. Les femmes sont unanimes sur les avancées et sont prêtes à accompagner le gouvernement. On en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1, alors que les éléphants de Côte d'Ivoire sont devenus pour la 3e fois de leur histoire les champions d'Afrique le 11 février dernier. Le football féminin, quant à lui, demeure encore au stade amateur. Pourtant, elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui arpentent tous les week-ends les différents stades de la ville d'Abidjan et même de l'intérieur du pays pour vivre leur passion. Dans l'univers du football féminin, les joueuses ivoiriennes sont-elles épanouies? Subissent-elles des frustrations ou encore des violences, des questions auxquelles nous tenterons de vous apporter des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Ismaël Déo et Serge Coléa. Grand terrain de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, il est 8h. Ce jeudi, coach Mermoz et son équipe sont en pleine séance. Fini la trêve, le championnat national de football féminin reprend ses droits. Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine. Je pense que tout arrivera parce qu'on manque cruellement de beaucoup de choses. On joue le championnat sans les vestiaires, pour s'habiller c'est un peu difficile parce que le terrain, il n'y a pas de vestiaire. Il faut s'habiller là où nous sommes peut-être sur le banc même. Pour aller jouer des matchs, c'est un peu compliqué. Avec passion et dévouement, ces footballeuses se donnent à fond, même si elles ne bénéficient pas du statut juridique qui devrait accompagner leurs efforts et surtout protéger leurs droits. On parle des garçons et filles, c'est la même chose là au fait. Ils jouent avec les pieds, nous aussi on joue avec nos pieds. Voilà. Et je vois que n'ont qu'à essayer de voir par rapport à les subventions. Dans l'univers du football féminin, les réalités ne sont pas les mêmes que celles de leurs confrères hommes. Fatou, mère d'une fillette de 2 ans, a connu des moments difficiles au cours de sa grossesse. Ses dirigeants n'ont pas du tout apprécié. Je me rappelle le jour de l'annonce, le coach il était mécontent. Il n'était pas content, les coéquipiers, c'était quelques encouragements, d'autres, ça critiquait. Bon, moi, je n'ai pas écouté ça. J'ai bouché mes oreilles, je continue parce que j'aime le football. Et aussi, j'aime ma vie d'être mère. De Gonzagueville à Ebimpé, d'un stade d'entraînement à un autre, l'engagement reste le même. L'homme a toujours l'impression d'être au-devant alors que la femme a aussi ses droits, puisque c'est le même entraînement. Donc, je pense à mon avis qu'il faudrait que la CAF et la FIFA mettent un couac et que c'est un plaidoyer au niveau des fédérations de valoriser le football féminin. Parce que l'émergence du foot même en général, c'est basé sur le football féminin en 2035. En Côte d'Ivoire, les femmes se retrouvent quelque peu isolées dans un environnement qui semble être taillé sur mesure pour les hommes. Les footballeuses ont du mal à vivre pleinement de leur activité. Pour le rendre professionnel, il va falloir déjà commencer par respecter un certain nombre de critères qui sont d'abord l'infrastructure au niveau des séances d'entraînement des filles, des matchs qui sont joués à des heures pas vraiment bien, et plus les accompagner avec un peu plus de matériel, les accompagner aussi au plan financier parce qu'aujourd'hui travailler permet de vivre de son art, il faudrait qu'elles arrivent à bénéficier d'un minimum au niveau des finances qui va leur permettre de faire face, puisqu'ils sont des dames et elles en ont besoin vraiment pour pouvoir évoluer. En attendant de professionnaliser le football féminin, la FIFA dit avoir mis en place de nouvelles dispositions pour aider au mieux-être des footballeuses. Aujourd'hui, il y a un minimum. Auparavant, la subvention était à 2,5 millions. Et aujourd'hui, la subvention est passée à 10 millions. Le club doit payer la prime de transport de la joueuse qui s'élève à 60 000 francs. C'est obligatoire. Maintenant, pour les salaires, ce n'est pas au niveau de la fédération. C'est le président du club qui fixe les salaires de ces joueuses. Ça dépend de comment est-ce qu'il va discuter avec la joueuse. Au même titre que les hommes, ces footballeuses revendiquent un regard bienveillant des dirigeants du sport roi. Les droits des femmes sont respectés dans le milieu du sport. La joueuse a droit à se marier, avoir une vie de famille. Elle a droit à prendre une grossesse. Et merci au président de la République que grâce à lui, nous aurons des infrastructures pour ne plus jouer les matchs le matin. Nous allons aller jouer les matchs maintenant les après-midi. Et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se décanter.
Célébrer chaque 8 mars la journée internationale des droits de la femme donne l'occasion aux footballeuses de revendiquer l'égalité du genre. J'aimerais que il y ait l'égalité ici des droits au niveau homme-femme parce que les garçons ont droit à plusieurs choses que nous n'en avons pas. Le football, c'est le football. Les hommes, ils jouent 90 minutes. Nous aussi, on joue 90 minutes. On ne compare pas notre première division à celle des hommes. Mais au moins, quand la subvention des hommes passe à 100 millions, vous devriez penser à nous. Même si vous nous donnez au moins 50 millions ou 30 millions, ça peut aider le football féminin. Vous avez vu la CAN récemment. Les hommes ont fait vibrer toute l'Afrique entière, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous avons besoin juste que nos droits soient respectés. Dans l'ombre de son illustre aîné, le football féminin continue de se chercher une place au soleil. Une situation qui n'est pas faite pour favoriser l'épanouissement des footballeuses en quête de conditions de vie et de travail plus favorables. Le football féminin, surtout en quête d'équité, un dossier à revoir sur RTI 1. C'est un concours qui a pour but d'amener les filles à s'intéresser davantage aux sciences. Pour l'édition 2024, au moins 500 candidates vont composer pour les Olympiades de mathématiques. Retour sur la cérémonie de lancement qui s'est tenue au lycée Sainte-Marie de Cocody. Un sujet de Canibia Layous dans un commentaire de Didier Nguissan. 500 candidates vont prochainement composer pour le concours Miss Mathématiques 2024. C'est le lycée Sainte-Marie de Cocody qui accueillera cette année la session. Ce concours a pour but d'amener les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Ce genre de compétitions, ce genre d'activités sont bien les bienvenues. Et donc, il faut vraiment encourager nos enfants à vraiment embrasser des carrières scientifiques. Parce que pour faire des routes, on a besoin de scientifiques. Pour bâtir des monuments, ils en ont besoin de mathématiques. Pour le président de la commission Miss Mathématiques, Hilaire Alindéou, ce concours est un moyen précieux de conduire les jeunes filles à se réconcilier avec les mathématiques. Elles sont victimes des préjugés, beaucoup de préjugés. Dans notre construction sociale, certains métiers sont interdits aux femmes. Elles en tiennent compte. Et à force d'entendre chaque fois que les mathématiques ne sont pas accessibles aux filles, elles finissent par y croire. Il faut encourager, il faut les motiver. Ce concours concerne les niveaux 3e et terminale scientifiques. Les 3 premiers de chaque catégorie seront primés au mois de juillet prochain. On s'intéresse maintenant à la première Assemblée générale ordinaire de la mandature 2023-2026 de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'AG marquait aussi le début des activités de l'entité dont les perspectives ont été présentées jeudi dernier. C'était au siège de l'institution au plateau. Un reportage de Jean-Jacques Kwame dans un commentaire de Léon Brou. Le rapport d'activité et l'état financier de la mandature 2016-2022 adopté par les élus de la Chambre de commerce et d'industrie à cette première Assemblée générale ordinaire pour aussi lancer les activités de la mandature 2023-2029. Selon le président Faman Touré, réélu en août dernier pour un second mandat, cette année, la Chambre va mettre l'accent, entre autres, sur la formation et le développement économique des régions. Nous installons actuellement les nouveaux élus et les bureaux par rapport aux régions et nous participons donc aux structures, les structures de développement qui sont mises en place aujourd'hui par les conseils régionaux. La Chambre de commerce et d'industrie, justement, participe à ces sociétés qui sont mises en place pour accompagner le développement. Et nous avons même décidé qu'au cours de cette mandature, que nous puissions avoir des sièges dans toutes les régions. Aussi à l'agenda, un forum économique ivoiro-congolais en mai prochain à Abidjan pour susciter des partenariats entre les secteurs privés des deux pays et la deuxième édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise. Des chantiers fort appréciés par le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie. Il indique le partenariat État-secteur privé comme facteur d'une économie forte. Créée en 1908, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire compte 35 000 entreprises et la mission d'accompagner et de conseiller les entreprises pour un meilleur développement économique.
Les fruits du partenariat État-secteur privé ont été présentés récemment au cours d'une visite de terrain. Une rencontre au cours de laquelle le président du comité de pilotage des PPP a lancé un appel. Moussa Kouyaté a invité les investisseurs privés à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Khalil Diomandé. Le président national du comité de pilotage des partenariats publics-privés visite les structures qui bénéficient du contrat de partenariat public-privé en Côte d'Ivoire. Première étape, le port autonome d'Abidjan. Moussa Kouyaté et son équipe se rendent sur les installations d'un groupe qui jouit d'une renommée mondiale dans les domaines de la manutention et de l'entreposage. On est très satisfait de tout ce qui a été fait, du chemin parcouru, des investissements dans tous les domaines. Ça a commencé par le quai vraquier, aujourd'hui on parle de barging, il y a beaucoup de bateaux, on traite à la fois du clinker à l'arrivée que de la bauxite et d'autres minerais à l'export. Donc tout ça montre le dynamisme de cette concession. En collaboration avec la Côte d'Ivoire, le groupe international a pour objectif d'étendre et de moderniser le terminal minéralier qu'il exploite depuis 2008 et qui est en proie à une forte congestion. Nous sommes à peu près 420 personnes aujourd'hui sur les 9 filiales. Nous avons la politique du groupe en Côte d'Ivoire a toujours été une politique d'investissement soutenue. Donc je dois dire que nous sommes très satisfaits des relations que nous avons et j'encourage d'ailleurs d'autres investisseurs à regarder vers la Côte d'Ivoire. Le partenariat public-privé est un mécanisme qui consiste pour une entité publique à confier à un partenaire privé le financement, la mise en œuvre ou l'exploitation de services assurés traditionnellement par les pouvoirs publics. Grâce au partenariat public-privé, cette entreprise portuaire emploie aujourd'hui 207 personnes en Côte d'Ivoire. Sur un tout autre plan, plusieurs experts évaluateurs de l'enseignement supérieur scientifique de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Grand Bassam. Ils prenaient part à un atelier visant à mettre à leur disposition des référentiels d'évaluation, des outils devant leur permettre de faire face aux difficultés d'ordre matériel, humain et financier. Objectif, mettre en œuvre la révision de la démarche à qualité au sein de l'enseignement supérieur. Sache pas comme Didier Nguessan. 80 experts évaluateurs formés sur les outils et la méthodologie de l'évaluation dans l'enseignement supérieur privé et public pour une bonne gestion de la qualité des ressources humaines, des infrastructures et de la formation. Nous avons des petites expériences dans nos structures. Il s'agit de mettre cela à la disposition de la communauté, mais de comprendre aussi que nous avons besoin d'être renforcés. Donc on va nous renforcer pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Pour la tutelle, cet atelier de formation vient à point nommé pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à ces réelles difficultés d'ordre matériel et humain et aussi une révision de la démarche qualité dans la gouvernance des institutions de recherche. Tout le budget que l'État dédie au sous-secteur de l'enseignement supérieur et dans l'ensemble au secteur de la formation et l'éducation mérite que les animateurs à qui l'État a confié la mise en œuvre de la vision, et notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour ce qui concerne le sous-secteur enseignement supérieur, est à l'œuvre pour pouvoir donner une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire et à travers la formation des experts évaluateurs. Mettre l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire aux normes internationales est l'objectif clé de cet atelier de formation. Le GPE Abidjan est un programme d'excellence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, destiné au renforcement de capacités des cadres des administrations publiques et privées de l'Afrique de l'Ouest. Il vient de procéder à la remise de diplôme de sa cuvée 2023. Il s'agit de 45 auditeurs, tous formés en matière de management des politiques économiques. Le compte-rendu de Gilles Touéa. À l'unisson, la 23e promotion du programme de formation en gestion de la politique économique, le GPE Abidjan, chante pour exprimer sa fierté de recevoir son diplôme de fin de formation. Ces 45 cadres des administrations publiques et privées ouest-africaines sont issus du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Je dirais aux autres femmes de travailler et que seul le travail pourra leur permettre de s'affirmer
Les GPE, c'est un défi. À la fin, nos objectifs sont atteints et nous avons beaucoup appris. Après 12 mois de travail ardu pour renforcer leurs capacités en politique sectorielle et macroéconomique, ces 45 récipiendaires sont exhortés à mener à bien les projets et programmes de développement de leurs pays respectifs. Ce sont des experts outillés qui sont aptes donc à conseiller d'autres décideurs en matière de politique économique et à également travailler dans les organismes internationaux et également à travailler comme experts pour accompagner nos États respectifs. À ce jour, plus de 700 cadres des administrations publiques et privées ouest-africaines ont bénéficié du GPE Abidjan, programme d'excellence initié par l'université Félix Houphouët-Boigny. Remise de diplôme également pour la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'auditeurs en maintenance automobile ont été récompensés de leurs efforts. Ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans pourront à présent intégrer le monde professionnel. Olivier Kra, à Boussanogo. Au nombre de 50 jeunes techniciens âgés de 16 à 35 ans, ils reçoivent leur diplôme, couronnement de 10 mois de formation théorique et pratique en maintenance automobile. Cela grâce à un programme de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises en partenariat avec des entreprises ivoiriennes spécialisées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrialisation. Nous pensons avoir ajouté quelque chose au tissu professionnel dans le domaine de l'automobile de notre pays. Je leur ai dit que ce n'est pas une fin en soi, c'est exactement donc le début. Il faut qu'ils soient dans l'optique de toujours apprendre. Nous sommes vraiment ravis de cette formation qui vraiment a pris en compte nos jeunes gens. Parce qu'il y a vraiment des jeunes qui n'étaient pas du tout mécaniciens, qui n'avaient rien à voir avec l'automobile, qui se sont reconvertis. Cette cérémonie s'inscrit dans la formation, la requalification et l'insertion professionnelle des jeunes. Et le projet de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est une initiative qui, selon les initiateurs, doit être pérennisé. Un projet qui est bienvenu. On a été très heureux de recevoir tous les récipiendaires aujourd'hui. Le marché de l'emploi dans le secteur auto, il est grandissant et chaque jour, il évolue. Il faut encore peut-être multiplier par 10, par 20. C'est bienvenu encore dans le futur. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à leur tutelle. Le diplôme qu'on a, c'est le travail théorie et pratique qu'on a eu à effectuer au sein des différentes entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et je pense bien que nos parents aussi sont fiers. Créé en 1995 avec pour objectif de faciliter le dialogue entre l'État et les petites et moyennes entreprises, tout en participant à ces actions, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est la première organisation patronale des PME ivoiriennes. À l'issue de ces séances, des diplômes ont été décernés aux partenaires pour leur soutien et engagement. Direction la région du Poro avec le programme d'appui au développement des filières agricoles qui va bientôt connaître son épilogue. Pour rappel, il avait été lancé en octobre 2019, prenant fin en mars 2026. Un atelier réunissant les parties prenantes s'est tenu à Korogo. La correspondance d'Ami Sissoko. Le ministre Kobena Kwasi a Djoumoni sur le périmètre rizicole de Sologo dans le Poro. Il est venu s'imprégner de la bonne exécution du projet PATFA dans le Nord, le programme d'appui au développement des filières agricoles. Au niveau du Sologo, où nous sommes, il y a 182 hectares qui ont été aménagés et nous sommes en train donc de faire le semis. L'objectif, c'est de pouvoir produire en toute saison. Le PATFA vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitants agricoles des filières de riz, du maraîcher et de la mangue. Il est question ici de faire la formation des populations-là par la gestion de cette ressource en eau afin de permettre une irrigation efficiente au niveau du périmètre. Et puis, ce qui reste, il faut mécaniser l'agriculture. S'il y avait possibilité de cortiquer à côté de nous-mêmes, quand on produit, on blanchit et puis on donne aux consommateurs en même temps, c'est notre souhait. Le barrage de Sologo a aussi un impact significatif sur les activités des femmes des 6 villages impactés par le PATFA, comme ici à Naoulaka où un périmètre maraîcher est aménagé pour elles.
Avant la création du barrage, elles avaient vraiment de multiples problèmes d'arrosage. Maintenant, après qu'ils avaient créé le barrage, ça a changé leur quotidien. Elles allaient arroser péniblement, et puis bon, il n'y a pas manque d'eau. Le riz, les produits maraîchers et la mangue, ces trois filières connaissent une demande croissante sur les marchés nationaux et internationaux, selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Nous étions à 1 million de tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 1 400 000 tonnes. Nous pouvons produire plus de 700 000 tonnes de riz. Mais si nous avons 700 000 tonnes de riz, lorsque vous ajoutez cela aux 1 400 000 tonnes, mais nous allons largement atteindre nos objectifs. On va aller au-delà de 2 100 000 tonnes. Rien que pour ce projet. Le projet du barrage de Sologo, c'est 1000 emplois directs, 13 000 habitants impactés et 6 villages bénéficiaires. 3 couloirs d'accès du bétail à la retenue d'eau afin de réduire les conflits agriculteurs-éleveurs et plusieurs forages, entre autres. Montant total des travaux, 3 200 millions de francs CFA. L'orpaillage clandestin est une pratique qui dérade les sols, mais qui met aussi en danger la vie des populations. Dans la localité d'Adzopé, une société minière appelle à lutter contre la pratique. Elle exhorte les intéressés de l'activité à se conformer aux mesures en vigueur. Elle a aussi fait des dons aux populations afin de lutter contre la pauvreté. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Une broyeuse, du matériel de fabrication de la ticket, des chaises pour la chefferie, l'ensemble remis au cours d'une cérémonie de fin de formation relative à la sensibilisation contre l'orpaillage illicite. C'est le geste d'une structure d'exploitation minière légale aux populations de Nian, sous-préfecture d'Azopé. Pour le directeur général de cette structure d'exploitation minière, Denis Tozan Bigala, ces dons viennent pour soutenir les actions du gouvernement engagé dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, mais aussi aider la population afin que celle-ci se prenne aisément en charge pour une meilleure autonomie financière. À tous ceux qui sont encore dans l'activité d'orpaillage illicite, d'abandonner cette piste-là et de se rendre sur la voie légale pour obtenir aussi des autorisations telles qu'on l'a eu et profiter de l'occasion pour développer aussi les projets socio-communautaires de base. Agréablement marqués par le geste de solidarité en leur endroit, les populations de Nian s'engagent à poursuivre la sensibilisation contre l'orpaillage illicite. Je suis très contente d'accueillir cette machine. Avant, c'était difficile. Et je sais que maintenant, je suis très heureuse pour travailler. Dans cette optique, elles pourront être autonomes. Et toutefois qu'elles sont autonomes, alors nous les jeunes, on va beaucoup en bénéficier. Je suis tellement content, ravi que les mots me manquent pour dire merci à la société qui vient une fois démontrer son amour pour le village et son engagement à nous permettre de développer notre village. Cette journée a enregistré l'implication du sous-préfet de Nian et du ministère des Mines et de l'Énergie. Les présidents des commissions de sécurité et de défense des Assemblées nationales des États du Golfe de Guinée sont à Jacquesville. Ils participent à une session de formation sur les questions de terrorisme, notamment sur les risques et les défis en la matière. En toile de fond, il s'agit de sensibiliser les parlementaires sur les dangers du mercenariat et des milices en Afrique. Les explications de Jean-Marc Djadji. 40 parlementaires issus des États du Golfe de Guinée en session de formation à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT, à Jacquesville. Issus du réseau africain des commissions défense et sécurité des assemblées nationales, ces députés sont sensibilisés sur l'emploi des mercenaires et des milices dans la lutte contre le terrorisme. Parfois, nous pouvons prendre certaines décisions au niveau de nos assemblées respectives et qui peuvent influencer des millions de populations. Avec plus de 2000 mercenaires et miliciens en activité en Afrique de l'Ouest, l'Institut de recherche stratégique de l'AILCT sonne l'alerte et relève l'importance de la coopération interétatique dans la lutte contre le terrorisme. Honorables députés, votre présence au sein de notre institution traduit votre engagement patriotique
et républicain à protéger notre modèle social, mis en mal ces dernières décennies par les narratifs et les violences des groupes extrémistes. Cela est rassurant car le changement brusque des paramètres de conflictualité recommande, en termes de réponse efficace, une mobilisation citoyenne et une politique de sécurité responsable. La Côte d'Ivoire, à l'initiative de la création de l'AIS-LCT avec la France, s'engage à mieux légiférer pour une architecture antiterroriste structurée. L'académie a tout son sens parce que vous savez, les méthodes des terroristes évoluent et bien entendu, les textes doivent évoluer pour les députés, ils doivent comprendre cet environnement pour faire adopter des textes sans difficulté pour permettre au gouvernement de travailler. Cette session fut l'opportunité pour ces présidents de commission défense et sécurité des assemblées nationales de s'imprégner du dispositif de formation et de travail des officiers instructeurs militaires de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Un mot de culture avec la Fondation Amadou Hampâté-Bâ qui vient de lancer un atelier de formation sur la gestion électronique des documents et l'archivage. Il s'agit pour elle de mettre un accent particulier sur la valorisation des manuscrits et de participer à leur sauvegarde. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. Cette rencontre est une formation de mise à niveau des archivistes sur la gestion électronique des données. Initié par la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, cet atelier de formation vise à inculquer aux participants les outils et techniques de gestion électronique des documents et archivage. Amadou Hampâté-Bâ a vécu hier. Il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit. Et de nos jours, il faut passer de l'écrit au numérique. Donc un soutien pour sauver ces trésors culturels d'une valeur scientifique inestimable qui résident sur des supports fragiles menacés de disparition. Animé par un expert senior, conservateur des archives et des bibliothécaires spécialistes en technologie de l'information. Cette formation-là est la bienvenue parce qu'elle s'inscrit dans un grand programme de l'UNESCO qu'on appelle le programme Mémoire du Monde, qui consiste à sauvegarder la mémoire documentaire de l'humanité. L'archivistique et les archives vraiment sont importantes pour un État comme la Côte d'Ivoire. La plupart des États développés le sont grâce à leurs archives, grâce au cadre réglementaire, au cadre législatif que ces États mettent en place pour pouvoir préserver le patrimoine archivistique. Cette formation nous a apporté déjà beaucoup en termes d'information, en termes de loi, en termes de législation. Mais il faut dire que nous attendons que cette formation aussi puisse se pérenniser. En tant que structure de formation, nous sommes attentifs à l'évolution de l'écosystème documentaire pour adapter nos curricula de formation à ce qui se passe dans le domaine. Ce renforcement de capacité se tient dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation des manuscrits et archives de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. On termine avec le Sénégal où un nouveau gouvernement a été nommé vendredi soir par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. Il sera chargé de mener le pays aux élections le 24 mars prochain. Par ailleurs, la campagne s'est ouverte à minuit. Les candidats en ordre de bataille pour une campagne électorale extrêmement courte auront 14 jours au lieu de 21 prévus par la loi. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'information à 20h.